avec les méthodes, le passage par valeur pour tout type primitif et le passage par référence pour tout type objet ou bien tableau. Voilà. Là, bon, je vais revenir un peu aux références d'objets. Donc, on avait dit à chaque fois que vous faites une instantiation d'une classe, c'est-à-dire la création d'un objet avec l'opérateur new, il y a une référence d'objet qui est attribuée à l'objet. Donc, il y a une création d'espace pour votre objet en mémoire. Il y a une référence d'objet, c'est une adresse. En fait, l'adresse ou la référence, elle est manipulée par le système. Donc, en interne, vous manipulez votre objet avec le nom que vous lui avez donné, par exemple P pour un objet point, OBJ pour un objet de n'importe quelle classe objet, E pour un objet type équation, etc. Mais en interne, en fait, ces noms que vous êtes en train de manipuler dans votre programme sont des références d'objets, ce sont des adresses. Voilà, donc on avait dit en plus des attributs de l'objet dans cet espace qui est créé à l'objet, en plus des attributs, vous avez donc un lien vers toutes les méthodes qui peuvent être appliquées sur l'objet. Bon. Voilà, donc ici, ce que vous pouvez faire avec ces références d'objets, donc vous avez vu par exemple en langage C, on avait la possibilité de manipuler les adresses, on faisait donc même des opérations arithmétiques sur les adresses, P++, etc., pour sauter un élément d'un tableau, etc. Là, vous n'avez pas la possibilité de manipuler comme ça les références ou les adresses d'objets avec des opérateurs arithmétiques. Mais ce que vous pouvez faire une affectation entre références d'objets. D'accord? C'est ce que je montre ici dans cet exemple. Regardez là sur cet exemple, donc on a une classe point. Bon, il y a juste deux attributs XY de type double. Là, il y a un constructeur qui renseigne les attributs X1, X et Y avec les valeurs X1, Y1 que je fais passer en paramètres. Après, vous avez une classe programme. Bon, bien sûr, dans cette classe point, je peux avoir des méthodes, là, je ne les ai pas reprises, méthode déplacée, méthode affichée et ainsi de suite. Donc, il faut mettre juste des points de suspension. Comme quoi, il y a des méthodes à l'intérieur de cette classe point. Après, vous avez une classe programme point qui crée un point. Regardez au début dans la méthode main, j'ai un point P égale new point 3.5, 5.0. Donc, je crée un point avec les coordonnées 3,5 et 5. Voilà. Après, je déclare une référence Q de type point. Là, je n'ai pas fait new point. D'accord? J'ai juste déclaré une référence. Donc, c'est juste une case d'adresse. Une case d'adresse. Et après, donc, il n'y a pas un espace qui est réservé à un objet de type point par la référence Q, parce que je n'ai pas fait point Q égale new point. Donc, si je veux un autre objet point, il faut que je fasse new point. Là, j'ai juste un espace qui est pointé ou référencé par P pour un point qui comporte les coordonnées XY. Après, je pourrais faire une affectation Q égale à P. Quand je fais Q égale à P, cela veut dire que j'ai deux références, P et Q, qui pointent vers le même objet point. Donc, vous avez un objet point, d'accord, un espace en mémoire pour un seul objet point avec les coordonnées XY. Mais ce qu'il y a, c'est que P et Q sont deux adresses. En fait, ce ne sont pas deux adresses. Après, quand vous faites l'affectation, c'est la même adresse qui pointe vers le même point. Après, vous pouvez manipuler votre objet point soit à travers la référence P, soit à travers la référence Q. Donc, ce que vous pouvez faire des affectations entre références d'objets. Voilà. Donc, Q égale à P, c'est une affectation de la référence d'objet P à la référence Q. Alors, P point déplacé, donc je vais déplacer le point en fait, en utilisant une méthode déplacée que j'avais écrite, on l'avait même vu en cours. Je déplace le X avec de 1 et je déplace le Y de moins 2,2. Après, je fais P point affiche. Donc, je vais afficher le nouveau point. Ce qui sera affiché, c'est 4,5 parce que je viens de le déplacer de 1 et de moins 2,2. Donc, ce qui sera affiché pour mon point P, c'est 4,5. Et bon, il faut enlever moins 2,2, donc 2,8. Vous allez avoir la deuxième coordonnée, c'est 2,8.
Après, quand vous faites Q.affiche, vous allez utiliser la deuxième référence Q, mais comme Q pointe vers le même objet qui est P, donc ce que vous allez avoir à l'affichage, vous allez avoir exactement ce que vous avez affiché par la référence P. D'accord? Donc, le même objet est affiché deux fois de suite. D'accord? Vous allez avoir, avec l'affichage, avec la référence P, vous allez avoir 4,5 et 2,8. Et avec Q.affiche, vous allez avoir la même chose, 4,5 et 2,8. Bon, maintenant, je reviens à la référence DIS, qui est une référence spéciale donc pour les objets. Donc, on vous dit que, j'en ai déjà parlé, hein, d'accord, je reprends, c'est tout. La référence D, c'est une référence d'objet utilisée pour référencer l'objet à l'intérieur de sa classe. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de référencer un objet alors que vous êtes dans la classe de l'objet lui-même, vous utilisez le DIS. Ce que j'avais dit la dernière fois en cours, c'est que partout, dans toutes les méthodes, dans tous les constructeurs qu'on avait écrits, à chaque fois qu'on fait référence à un attribut de la classe à l'intérieur de la classe, il y a forcément la référence DIS qui est ajoutée implicitement, sans avoir à l'ajouter explicitement, sans avoir à l'écrire. Par exemple, je suis dans la classe étudiant et dans la classe étudiant, j'ai un attribut matricule, un attribut nom, prénom, etc. Quand j'écris une méthode à l'intérieur de cette même classe, je fais référence à matricule. Moi, j'écris directement matricule, mais implicitement, il faut savoir que la machine virtuelle, elle ajoute this.matricule. Je fais référence directement avec le nom, j'écris nom égale quelque chose. Il faut savoir que implicitement, c'est this.nom. Mais parfois, on avait dit qu'on est obligé d'utiliser cette référence this. On est obligé de l'écrire explicitement. Là, j'avais dit lorsque j'utilise, par exemple, dans un constructeur ou là dans une méthode ou là n'importe quoi, j'utilise le nom de paramètre identique au nom de l'attribut. Là, il faut ajouter la référence this à chaque fois que vous faites référence à l'attribut. Pour dire que maintenant je fais référence à l'attribut, je ne fais pas référence au paramètre. Même si le paramètre s'appelle X et l'attribut s'appelle X. Moi, si je fais référence à l'attribut, j'écris this.x. Si je fais référence au paramètre, j'écris directement X. Aussi, la référence this peut être utilisée pour appeler une méthode à l'intérieur de la classe où elle est définie. Par exemple, j'ai une méthode que j'écris, donc une méthode M1 que j'écris dans une classe et une méthode M2 qui va faire appel à la méthode M1. Et bien, dans la méthode M2, lorsque je fais appel à la méthode M1, j'écris this.M1 parce que je suis en train d'appeler un objet de la même classe, la classe où je suis en train de définir la méthode. Ça aussi, on l'avait vu en cours. Il a trop sauté, parfois il ne veut pas sauter, et parfois, voilà. Alors, toujours avec la référence this, elle est utilisée aussi lorsque je dois écrire une méthode d'instance qui manipule deux objets de la classe. Ça, on l'avait vu aussi, hein, d'accord, dans les exercices. Lorsque je veux manipuler deux objets de la même classe et je suis à l'intérieur de la classe elle-même, d'accord? Là, on avait dit, par exemple, si je veux vérifier l'égalité entre deux points, je suis dans la classe point, je veux écrire une méthode égale qui vérifie l'égalité entre deux points P1 et P2. On avait discuté ça et on avait dit que, a priori, pour vérifier l'égalité entre deux points, je fais passer deux paramètres de type point, point P1 et point P2. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est pas ce qu'on a fait. On a dit, on va faire passer un seul point en paramètre, donc le point P2, sachant que le point P1, c'est le DIS. C'est le paramètre, c'est l'objet avec lequel je vais appeler la méthode. Parce que les méthodes en orienté objet, les méthodes d'instance notamment, elles sont appelées en les faisant précéder d'une référence d'objet. Il faut savoir que lorsque vous allez appeler la méthode égale, vous n'allez pas écrire if égale P1, P2. Vous allez écrire if P1.égale et vous mettez en parenthèse P2. Donc, ce P1 qui précède le nom de l'objet, de la méthode, c'est la référence this. À l'intérieur de l'écriture de votre méthode,
c'est la référence des. Et ça aussi, on l'avait expliqué. Il y a un seul paramètre qui passe, un seul objet qui passe en paramètre. L'autre, il est implicite, c'est la référence des qui sera en fait à gauche du nom de la méthode lorsque je vais l'appeler. Là, j'ai mis à voir plus loin dans les exercices, mais on a déjà vu dans les exercices. Bon, je vais aborder une notion, le vecteur d'objet. Bien sûr, en fait, je suis en train de rappeler cette référence des, etc., mais on va la revoir. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin de manipuler deux objets ou plus dans la même classe, dans la classe d'objets, il y aura toujours un objet qu'on ne verra pas dans les paramètres. C'est celui qui va passer à gauche du nom de la méthode et c'est la référence des. Bon, là, je vais passer au vecteur d'objet. D'accord. Bon, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes arrivé en TP, vous avez vu un vecteur de type int. D'accord. Par exemple, un vecteur de type int, vous écrivez int t, vous ouvrez des crochets et vous mettez new int, par exemple, de 10. Là, vous créez un tableau d'entier, un tableau de type primitif, d'accord, en utilisant le new toujours pour créer l'espace. C'est comme un malloc. C'est comme un malloc en langage C. Maintenant, je peux avoir besoin de créer carrément un vecteur d'objet. Là, supposez que vous avez besoin, par exemple, de créer 3 points. Créer 3 points, vous faites P1 égale new point et vous mettez les coordonnées. Point P1. Après, vous faites point P2 égale new point et vous mettez des coordonnées. Après, vous faites point P3 égale new point et vous mettez des coordonnées. Mais imaginez que vous ayez à créer, par exemple, 100 points ou les 1000 points parce que vous voulez les manipuler dans une application. Là, ça devient du tout pas pratique de faire à chaque fois new point, new point, new point 100 fois ou la 1000 fois. C'est pas du tout pratique. Ce qu'on peut faire, on peut regrouper ces objets points dans un vecteur d'objet. Le vecteur d'objet sera de type point. Et après, donc, le T de I, ça sera une référence. Vous allez écrire dans une boucle pour I allant de 1 ou là de 0, on commence à 0. Pour I allant de 0 à 99, vous allez faire T de I égale new point de quelque chose. D'accord, new point, vous mettez les coordonnées. Donc là, en fait, les T de I de votre vecteur, les objets, en fait, les cases de votre vecteur vont être des références d'objets vers ce type point, vers des objets de type point. Donc, on vous dit, il est possible de regrouper un ensemble d'objets d'une même classe dans un vecteur. Vous voyez, normalement, ce n'est pas un vecteur d'objet. On l'appelle vecteur d'objet, mais c'est un vecteur de référence d'objets. Le vecteur, il va contenir les adresses des objets. Donc, pour ce faire, il faut créer le vecteur de référence vers ces objets. Donc, initialement, lorsque vous créez le vecteur de référence, avec le vecteur de référence, il sera initialisé à nul, N-U-L-L, parce que vous n'avez pas encore créé les objets eux-mêmes. Ensuite, créer les objets un par un. Bien sûr, on va les créer dans une boucle. Et chaque case du vecteur va référencer un objet créé. Donc, le vecteur, ça va être un vecteur d'adresse, ça va être un vecteur de référence qui va pointer vers les objets points. Donc, chaque T de I, ça sera l'adresse d'un objet point en mémoire. Où l'objet point, bien sûr, il va contenir les deux coordonnées x, y. Chaque objet point va avoir son espace de coordonnées x, y. Bon, là, je n'ai pas donné d'exemple. Bon, voilà. Voilà, donc ça a sauté, mais il y a un exemple. Hein. C'est la diapo qui a sauté. D'accord. Voilà, l'exemple d'un vecteur d'objet. Avant les compléments, voilà. Lisez la diapo, s'il vous plaît, et regardez ce qu'on est en train de faire. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de créer plusieurs objets, de les regrouper dans une structure,
et plusieurs objets de la même classe, bien sûr, vous voulez les regrouper dans une structure, il faut penser à utiliser un vecteur d'objets. Voilà. Là, j'ai repris, bien sûr, la classe point qui était définie au préalable avec deux coordonnées x, y. Bien sûr, dans la classe point, vous avez le constructeur avec deux paramètres. Vous pouvez avoir une surcharge de constructeur, un constructeur avec un seul paramètre, un constructeur avec 0 paramètre. Vous pouvez avoir des méthodes affichées, déplacées, etc. OK, voilà. Bon, regardez la première ligne dans la méthode main. On écrit point et deux crochets V égale new point de 3. Ça veut dire quoi? Cette écriture, comment il faut l'interpréter? Ça veut dire que là, vous demandez à créer un vecteur qui s'appelle V. Bon, qui dit vecteur, c'est les crochets. Hein. Quand on met les crochets, ça veut dire qu'on veut créer un vecteur. Hein. Le vecteur sera de type point, donc c'est des références vers objet de type point. Et j'écris new point de 3. Ça veut dire que je veux créer un vecteur de 3 références. Là, je n'ai pas encore créé les points. Hein. Je donne la taille du vecteur. Je veux créer un vecteur qui s'appelle V et qui pourra contenir les références de 3 objets points. Parce que là, j'ai spécifié 3. Si je voulais 100, j'aurais spécifié 100. D'accord? Voilà. Donc ici, vous allez avoir un vecteur avec 3 cases et qui sont initialisées toutes les 3 à nul, nul, nul. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Ça veut dire à ce stade, vous n'avez pas encore créé les objets, point. Vous avez créé juste le vecteur de référence, le vecteur d'adresse. Dans la boucle, regardez la boucle plus bas, for i égale 0, i inférieur à v.length, j'aurais pu écrire i inférieur à 3, hein, parce que là, je sais que c'est 3. I++. Alors, je m'arrête un petit peu sur cet attribut length. Length qui veut dire longueur ou la taille. Alors, pour les vecteurs, vous avez cet attribut length qui vous donne en fait la taille du vecteur. Pour n'importe quel vecteur, vous écrivez t.length, v.length, m.length, a.length. C'est la taille du vecteur. Oui? Vecteur, là, في Java, c'est une classe. Ah non, c'est vecteur, c'est tableau, non. C'est tableau crochet. C'est pas une classe, non. Mais un vecteur, on n'est pas arrivé à la classe vector, V-T-O-R. C'est autre chose. Non. Là, le vecteur tel que je suis en train de le définir, c'est le vecteur crochet. Crochet ouvrant, crochet fermant, ce n'est pas la classe vector. C'est différent. Madame. Oui. Si la classe de vecteur, par exemple, V1. Oui. V1 هي مش حتكون objet puisque à chaque fois نكريت فيكتور ومن بعد سيت ندخل له لي فالور زعما ندير في دو اي بوين étudiant par exemple ولا point nom نسينا. Tu mets pas V2i étudiant, tu mets V2i point nom, V2i point attribut هكا point matricule, V2i point r. Tu peux pas point étudiant c'est le nom de la classe. À chaque fois نكتبها هكا شغل تجيني erreur. Ah non, tu t'es trompé quelque part. Est-ce que vous n'êtes pas encore arrivé en TP au tableau d'objets, Mazel? Si, si. En TP, qu'est-ce que vous avez fait en TP? Quelle classe? D'abord, quelle classe vous avez pris? Classe personnage. Personne. La classe personne. Et vous faites la classe personne? Nom, prénom, adresse. L'adresse est une classe. Adresse, c'est une autre classe ou là c'est un string? C'est une classe. Oui. Ok. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait personne. Comme ça, si vous voulez créer un tableau d'objets, vous écrivez personne, deux crochets, comme j'ai fait ici. Par exemple, votre vecteur, vous l'appelez T, ou la P, ou la vous voulez, égale new personne. Et vous mettez entre crochets, par exemple, 10. Ça veut dire que vous voulez créer un tableau de référence vers des objets de type personne. Et vous avez besoin de 10 cases. Vous n'avez pas encore créé les personnes, mais vous n'avez pas créé les objets personnes. Le vecteur T, il va contenir 10 cases qui sont initialisées à nul, complètement. Nul, N-U-L-L.
Quand vous faites, par exemple, T de 0, je prends la première case, hein, dire T de 0 égale new personne, je mets Amin, par exemple, Amin, et je mets son adresse avec les paramètres. Là, vous allez créer la classe, vous allez créer l'objet personne avec le nom et le prénom et l'adresse, mais qui sera pointé par la première case de votre vecteur. Ça veut dire que la première case de votre vecteur T de 0, elle va pointer vers votre premier objet, l'effet Amin et l'adresse Alger, par exemple. معناتها هذيك لاكاز ماهوش حيكون فيها هذاك لوبجي يكون فيها لادريس تاع هذاك لوبجي. L'adresse de l'objet, qu'on fait à la référence de l'objet, et vous allez manipuler votre objet à travers sa référence. Quand vous mettez T de 0, ça veut dire que c'est l'objet qui est référencé par T de 0. Aussitôt, il va le retrouver. Vous pouvez lui dire T20.getNom si vous avez une méthode getNom, la classe personne. Le T20.getNom, il va te ramener le nom de la personne qui est pointée par T de 0. Vous dites T20.affiche si vous avez une méthode affiche dans la classe personne. T20.affiche, ça veut dire que vous lui demandez d'afficher les informations de la personne qui est pointée par T de 0, qui est référencée par T de 0. Il va afficher le nom, le prénom et l'adresse. C'est ce que je fais exactement ici. Dans la boucle, je suis en train de créer les objets points. Regardez comment je crée mes objets points. À chaque fois, je fais new.i 2 fois i. New.i 2 fois i. Donc, le premier point, il aura les coordonnées. Le V de 0, c'est le point qui aura les coordonnées 0, 0. Parce que i égale 0. Le V de 1, je vais faire un new point avec les coordonnées 1, 2. Parce que le i égale à 1. Le V de 2, je vais faire new point avec les coordonnées 2, 4, parce que le i égale à 2. Donc, je prends à chaque fois i 2 fois i. Je les ai pris comme ça aléatoirement. Hein? Madame. Oui. Madame, مازال حابس في هذيك تاع اللانس v point length. Dire i inférieur à 3. V point length, c'est 3. Je sais, mais madame, هذيك v point length, genre, est-ce que c'est la taille de ton tableau, c'est le nombre de cases de ton tableau. Tu viens de créer un tableau V avec 3 cases. Mais est-ce que c'est une méthode dans une classe? C'est pas une méthode, c'est un attribut. Mais علاش انا نوتيليزو فيها كيما لا ميثود v point هكذا؟ Non, regarde, attends, tu confonds. Tu as lent dans la classe string. Tu as la même classe string, c'est bon. La méthode lent avec des parenthèses dans la classe string. C'est pas la même chose. C'est la taille de la chaîne. C'est un attribut lent, d'accord, qui est donné comme ça pour les vecteurs crochets. Mais ce n'est pas une classe. Ce n'est pas une classe, d'accord. Oui, c'est des vecteurs au sens crochet, voilà, au sens vecteur que vous connaissez. Mais jamais la classe vecteur. C'est bon, c'est clair. Très bien, voilà. OK. Donc là, si ça te dérange, tu peux mettre i inférieur à 3. Voilà. C'est le nombre de cases de ton tableau. OK. Faites la différence. Bon, vous faites bien de faire la remarque. Il y a l'attribut lent pour les vecteurs, c'est un attribut. Il y a la méthode lent avec 2 parenthèses. C'est dans la classe string qui donne la taille d'une chaîne de caractères. Un objet de la classe string, ce n'est pas la même chose. Voilà. En fait, ils font à peu près la même chose, mais c'est différent. Voilà, donc ici, ce que vous allez avoir un tableau à 3 cases. La première case, V de 0, elle va pointer vers un objet d'où les coordonnées 0, 0. La deuxième case, V de 1, elle va pointer vers un objet qui a les coordonnées 1, 2. La troisième case, V de 2, va pointer vers un objet qui a les coordonnées 2, 4. Voilà. Après, regardez, utilisation d'un constructeur avec 2 paramètres. Et je parle du new. Hein. Après, je fais V de 1.affiche. Qu'est-ce que je veux dire par V de 1.affiche? Ça veut dire que je veux afficher l'objet qui est référencé par la case V de 1 de mon vecteur. V de 1.affiche, il va m'afficher le point avec les coordonnées 1, 2. Voilà. C'est le point qui est
référencé par V2. D'accord. Bien sûr, après, je peux utiliser une boucle pour faire un traitement sur tous les points. J'aurais pu faire for i allant de 0 jusqu'à 3. V2i point affiche. J'affiche tous les points. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, madame. Oui, mais là, vous allez le reprendre en TD et en TP. Hein. Donc, il faut garder à l'esprit cette notion de vecteur d'objet, mais vous allez la reprendre avec les exercices. Bon, juste quelques compléments ici, mais ça aussi, c'est du TP. Après, je vais vous envoyer le complément sur les classes enveloppes ou ce qu'on appelle les wrappers. Est-ce qu'on vous a parlé déjà en TP des classes enveloppes ou des wrappers? Oui, madame. Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, On vous a parlé de ça? oui, normalement, oui. هضرنا غير Oui. على هذوك Oui. float و int و boolean هذوك لي تيب Oui, اللي oui. في les classes Oui, enveloppes. هضرنا عليهم madame. C'est des classes, voilà, c'est des classes qui enveloppent les types primitifs. En fait, c'est une classe qui correspond, chaque classe, elle correspond à un type primitif. Donc, si je veux créer un objet qui est un entier, je ne vais pas mettre int x, je vais faire new integer, je vais mettre integer x égale, ou la obj, c'est un objet, égale new integer, je ne vais pas mettre int, hein, par exemple de 50. Ça veut dire que là, je vais créer un objet de type integer qui contient à l'intérieur une valeur entière. Je veux créer un objet de type float. Un objet, hein, un type primitif. Mais, parce que si je veux un type primitif, j'écris float y, tout simplement. On l'a déjà vu. Mais si je veux créer un objet de type float, j'écris float. Float avec un F majuscule. Hein. Float, par exemple, obj égale new float. J'utilise le new. Float, et je mets 12,5 par exemple. La valeur du float, pour moi, c'est 12,5. Et il y a pourquoi je vais créer, je ne vais pas me contenter du type primitif, parce que peut-être que j'aurai besoin de faire des traitements sur les objets qui sont de type integer, de type float, par exemple sur un type float. Je pourrais par exemple chercher, c'est-à-dire dissocier la partie entière de la partie décimale, par exemple. Là, je crée un objet float et je m'arrange à utiliser des méthodes de la classe float avec un F majuscule. Si je veux, par exemple, des méthodes de la classe integer, par exemple une méthode int_value, d'accord, qui donne la valeur entière, je serai obligée de passer par la classe enveloppe. Dans la classe caractère, vous la voyez ici, je commence par le type primitif, c'est char, c'est H-A-R. Mais la classe, elle s'appelle caractère. Donc, si je fais caractère obj égale new caractère, là, je pourrais utiliser les méthodes de la classe caractère. Par exemple, je vais vous prendre juste quelques exemples. isDigit. isDigit qui me dit est-ce que le caractère est un caractère numérique. Et isLetter, elle me dit est-ce que le caractère c'est une lettre. Donc, il y a plein de méthodes comme ça qui permettent de manipuler ces types primitifs en fait en tant qu'objet. Et on est obligé de passer par leur classe. Voilà. Par exemple, transformer une chaîne en une valeur numérique. Vous avez la méthode parseInt. Et là, je vais vous envoyer carrément le complément de cours et vous allez avoir des exercices par rapport à ça. Je préfère que ce soit des exercices de TP. D'accord. Donc, retenez que pour chaque type primitif, il y a une classe qu'on appelle wrapper ou la classe enveloppe. Pour le type primitif int, c'est la classe integer. Pour le booléen, c'est la classe booléen avec un B majuscule. Float, c'est la classe float avec le F majuscule. Et il faut savoir que dans ces classes il y a des méthodes qui permettent de manipuler ces types. D'accord. Pour faire certains traitements sur ces types. Là, je vais vous envoyer tout de suite après le complément de cours sur les classes enveloppes et vous allez avoir des exercices de TP sur ça. J'ai même donné, je ne sais pas, l'année dernière ou avant, carrément un travail, un devoir à faire où vous manipulez vraiment ces classes enveloppes, mais c'est vraiment du TP, hein, ce n'est pas du cours.
Voilà, dernier point, comme complément de cours ici, c'est le ramasse-miettes. Est-ce qu'on vous a parlé du ramasse-miettes ou bien du garbage collector? Non. Voilà. Donc ici, si vous avez remarqué, pour créer les objets, on est en train de faire des new. D'accord, je fais un new, P égale new, Q égale new, E égale new quelque chose. Voilà, donc à chaque fois que j'ai besoin de créer un objet, je fais un new. Bon, on avait vu en langage C, bon, vous avez vu certainement, lorsque vous voulez créer un espace structuré par exemple, vous faites malloc. Surtout dans les listes chaînées, etc., vous utilisez le malloc et vous créez une structure. D'accord. Un objet fait la partie info et la partie lien vers l'élément suivant. Mais après, lorsque vous voulez supprimer ces espaces en langage C, lorsque vous voulez supprimer ces espaces, vous n'avez plus besoin, vous voulez supprimer un élément. Là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez? Free, je pense. Free, oui, free, non. Voilà, c'est free. Donc, au malloc qui crée l'espace correspond un free qui libère l'espace. Et bien sûr, on a besoin de libérer l'espace, surtout que si on fait trop d'allocations, on risque de saturer la mémoire. Si on fait trop de malloc dans un programme et on ne fait pas de free, on ne libère pas l'espace, on risque de saturer la mémoire. Et donc, après, le programme, il va planter, il ne pourra plus s'exécuter, continuer son exécution. Bon, je ne parle pas des petits programmes que vous testez sur vos petites machines. Je parle vraiment de programmes qui utilisent de grandes quantités de données. Bon, là, avec Java, vous avez remarqué jusque-là, on fait le new. D'accord, on fait le new, donc c'est une création d'espace qui seront réservés aux objets à chaque fois qu'ils sont créés. Mais il n'y a pas un opérateur qui libère l'espace. On a parlé du new, mais on n'a pas qui est analogue du malloc, mais on n'a pas parlé de l'analogue du free. Quel est l'opérateur qui va libérer l'espace quand j'en ai plus besoin? Quand je sais que je n'ai plus besoin de cet objet, je vais le libérer. D'accord? Eh bien, il n'y a pas un opérateur. En Java, il n'y a pas un opérateur qui va permettre de libérer l'espace. Donc, à un moment donné, si on s'amuse à faire trop de new, on va saturer la mémoire. Il faut savoir qu'en arrière-plan, la machine virtuelle Java, donc, elle démarre un composant périodiquement, elle démarre un composant qui s'appelle le garbage collector ou le ramasse-miettes. Le ramasse-miettes, qu'est-ce qu'il fait? C'est un composant qui est déclenché automatiquement pour récupérer les espaces des objets qui ont été créés et qui ne sont plus utilisés. Donc, lorsque le garbage collector il est actionné, il est donc mis en marche, il va aller voir tous les objets qui ne seront plus utilisés dans votre programme. Bon, je parle des programmes assez longs qui prennent beaucoup d'espace en mémoire et qui prennent trop de temps à s'exécuter. Il va aller récupérer les espaces libres. Donc, c'est comme s'il fait un free sans que vous le sachiez. Donc, quand il récupère les espaces libres, après, quand vous allez faire d'autres new dans votre programme, ils vont utiliser les espaces qui ont été récupérés. Donc, ça empêche finalement la saturation de la mémoire et ça permet au programme de continuer à s'exécuter, même s'il fait d'autres new encore. D'accord? Et bien, ce qui est déclenché en réalité, c'est une méthode qui s'appelle finalize. Donc, c'est la méthode qui met fin à la durée de vie d'un objet. Elle va détruire l'objet. Elle va détruire, en fait, elle va récupérer l'espace mémoire qui était occupé par l'objet. Ou l'espace mémoire, quand il sera récupéré, il pourra être utilisé pour la création d'autres objets avec le new. Donc, sachez que la création d'objets se fait avec le new explicitement, mais la récupération d'espace ou la destruction d'objets qui ne sont plus utilisés dans le programme, elle se fait automatiquement par le composant qui s'appelle ramasse-miettes, qui est déclenché automatiquement et périodiquement par la machine Java pour récupérer les espaces non utilisés des objets qui occupaient la mémoire. Madame, j'ai deux questions. Oui. D'abord, c'est quoi une superclasse? Une superclasse, c'est la classe object.
C'est la classe Object, c'est la super classe de toutes les classes. Et sachez que toutes les classes qu'on est en train de manipuler jusque-là, et même toutes les classes qui sont prédéfinies dans Java, dérivent de cette super classe. Et quand je dis dérivent de cette super classe, elles vont hériter de toutes les méthodes qu'il y a dans cette super classe. Ça, c'est le chapitre 5, c'est l'héritage. Oui. D'accord. Et deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que le compilateur, enfin, comment est-ce que le compilateur décide si un objet, enfin, si une classe ou un objet n'est plus utilisé? C'est par rapport au reste de votre programme. Il analyse le reste du programme. Il analyse le reste du programme. Est-ce que ce programme ne va plus faire référence à cet objet? S'il ne va plus faire référence à cet objet, il décide que cet objet n'est plus utile pour ce programme. Il va le récupérer. Mais le compilateur, bon, on sait que le compilateur, il fait une analyse ligne par ligne, avancement ligne par ligne. Qu'est-ce qui nous assure qu'il ne va pas détruire pour avec l'exécution, pour l'exécution, mais pour mettre fin à la vie d'un objet, il doit analyser et voir est-ce que cet objet sera encore référencé dans les instructions futures. D'accord, merci. Voilà. Okay. C'est une analyse par anticipation. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous êtes là, les autres étudiants? Parce que là, moi, je ne vois à l'écran que mon partage. Hein. Oui, allô? Oui, madame. Oui, madame. Oui, vous êtes là. Oui, madame. D'accord. Non. Ok, très bien. Ok, donc, vous n'avez pas de questions? Ceux qui sont là, vous n'avez pas de questions? C'est bon? Non. En fait, c'est des choses qu'on va reprendre au fur et à mesure qu'il y a les tableaux d'objets, qu'il y a l'affectation entre références d'objets, etc. C'est des choses que vous allez revoir tout au long du semestre. Hein. D'accord. Et après, on va arriver, là on commence par le tableau d'objets. Quand je dis le tableau d'objets, le vecteur d'objets, c'est le vecteur crochet. Mais après, il faut voir que là, il y a des classes spécifiques pour les tableaux, comme la classe vector, par exemple, la array list et ainsi de suite. C'est des classes qui sont prédéfinies pour manipuler les vecteurs comme étant des objets. OK, donc là, je vais arrêter ce partage. Je vais démarrer plutôt le chapitre 3. Bon. Alors, là, il faut que je ferme parce que sinon, il ne va pas me donner la main. Donc, je vais ouvrir l'autre fichier. Vous avez fait TP cette semaine ou pas encore? Je ne sais plus. Pas encore, maman, demain. D'accord. Donc, vous avez fait combien de séances de TP? 2. 2. Oui. 2. OK. D'accord. Voilà. Donc, je vais partager. normalement واحدة الأولى ما تحسبش. Bon, c'est une introduction, oui. Mais en fait, il a fait 2 séances. C'est bon, vous voyez le partage? Oui. OK. Voilà, donc le chapitre 3, il va porter sur certains modificateurs du langage et les niveaux de visibilité. Voilà, donc en fait, on va commencer par les modificateurs. Quand je dis modificateur, c'est un mot-clé qui est utilisé dans le langage Java. C'est un mot-clé, et puis chaque mot-clé, il faut savoir qu'il a une signification. Hein. Voilà, c'est quoi un modificateur? Donc, c'est un mot-clé du langage qui a une signification précise. Par exemple, vous avez le modificateur statique, voilà, qui permet de définir des attributs, des méthodes de classe, ou bien ce qu'on appelle des attributs et des méthodes statiques. Voilà.
à la différence, parce que là, on a déjà vu attribut et méthode. Donc, on sait ce que c'est qu'un attribut, on sait ce que c'est qu'une méthode dans une classe. Mais on n'a pas encore évoqué jusque-là ce modificateur statique. Et bien, ce qu'on a vu jusque-là, c'est des attributs et des méthodes d'instance. Mais là, il n'y a pas un mot-clé, d'accord, qui dit que c'est un attribut ou là, une méthode d'instance. Donc, si je ne mets rien à gauche du nom de l'attribut, si je ne mets pas statique à gauche du nom de l'attribut ou là, de la méthode, ça veut dire que c'est un attribut ou une méthode d'instance. Après, vous allez voir c'est quoi la différence entre attribut, méthode d'instance et attribut, méthode statique, ou là, de classe. Il y a aussi l'autre modificateur, le modificateur final, qui permet de définir des attributs constants. D'accord. Et puis, il a une autre utilisation, vous allez voir dans l'héritage, lorsque je ne veux pas dériver ou redéfinir. Lorsque je ne veux pas dériver une classe, je mets final. Bon, là, ça va venir. Le modificateur statique. Bon, il y a une diapo qui a sauté. Parfois, il me saute trop de diapos, donc je ne sais pas. Ça, c'est l'exemple. Mais avant l'exemple, il doit y avoir quelque chose. Voilà. C'est cette diapo. Vous regardez, s'il vous plaît, la diapo. Vous essayez de lire. Voilà, donc on vous dit qu'en Java, il existe deux types d'attributs. Bon, on va commencer par les attributs, mais après, ça va être la même chose pour les méthodes. Hein. Il y a aussi deux types de méthodes. Donc, il existe deux types d'attributs, ce qu'on appelle les attributs d'instance et les attributs de classe. Quand je dis que c'est un attribut d'instance, il est lié à un objet. D'accord, donc c'est comme on a vu jusque-là, le X et le Y pour l'objet point. Chaque objet point, il a son espace X et son espace Y. Vous prenez la classe, je ne sais pas, la classe équation. On avait vu la dernière fois la classe équation du second degré, ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc, les attributs de la classe équation, vous avez A, B, C. C'est des attributs d'instance parce que chaque équation, elle a son propre A, son propre B et son propre C. Vous prenez la classe étudiant. Un étudiant, il est défini par un matricule, nom, prénom et adresse, âge, je ne sais pas, date de naissance, etc. OK? Et bien, chaque étudiant, il a son propre espace pour matricule, pour nom, pour prénom, pour adresse et pour date de naissance. Deux étudiants ne peuvent pas se partager le même nom ou le même espace pour l'adresse. D'accord? Là, lorsque je définis un attribut d'instance, aucun mot-clé n'est nécessaire. D'accord? Il n'y a pas un mot-clé qui désigne que c'est un attribut d'instance. Si je ne mets rien, ça veut dire que c'est un attribut d'instance. Maintenant, attribut de classe. De l'autre côté à droite, l'attribut de classe, c'est un attribut qui est partagé par tous les objets de la classe. C'est-à-dire que là, il faut imaginer en mémoire que si vous avez, par exemple, 10 objets de cette même classe, d'une même classe, eh bien, cet attribut que je déclare statique ou de classe, il est partagé, c'est un seul espace partagé par tous les objets. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas donc la séparation, chaque objet, il a son espace pour cet attribut. C'est un attribut qui existe en un seul exemplaire et il est partagé et accessible par tous les objets de la classe. Et identique à tous les objets de la classe. Après, on va voir des exemples. Un attribut statique est déclaré avec le mot-clé statique. Donc, à gauche d'un attribut, si je mets statique, par exemple, int et le nom d'un attribut, je suis en train de définir une classe. Je mets, par exemple, statique int et je mets le nom de x, par exemple. Là, il faut savoir que ce x, il existe en un seul exemplaire pour tous les objets que je vais créer pour cette classe. Si je crée 100 objets de cette classe, il y aura une seule case qui s'appelle X.
et qui sera partagé par les 100 objets. D'accord? Si Madame, je ne mets pas statique, ça veut dire, si je ne mets pas statique, ça veut dire que les 100 objets, ils auront chacun leur propre espace X. Oui. Oui, allô? oui, ça veut dire que cet objet qui est commun pour toutes les classes, si Mais un pour toutes les objet, classes. Pour toutes les classes. pour tous Pour les tous objets les de cette objets de la classe, classe. Ouais. ça veut dire que si l'un de ces objets modifie la valeur de Elle sera cet modifiée pour attribut, tous. elle sera modifiée pour Elle tout le sera monde. D'accord. modifiée pour tous. Elle ne dépend pas de l'objet. Ce n'est pas l'objet qui va, quand vous allez faire une modification sur cet attribut statique, vous allez référencer la classe, vous n'allez pas référencer l'objet. D'accord, merci. Regardez l'exemple, cet exemple d'une classe avec un attribut statique. Une classe segment, je suppose que vous l'avez vu il y a un groupe qui l'a vu. En TD, vous avez vu la classe segment? Oui. Oui. Un segment, donc on a déjà la classe point et on a la classe segment qui est définie par un point de début et un point de fin. Donc un segment, c'est 2 points, 2 extrémités, début et fin qui sont de type point. Là, c'est un bon exemple parce que ça fait référence à une classe qui a comme attribut un type objet, autre classe. Donc début et fin, c'est des objets d'une autre classe. Vous lisez, s'il vous plaît, la diapo. Voilà, donc ma classe segment, voilà, elle a deux attributs, début et fin, qui sont de type point, et elle a un attribut couleur. Bon, là, il faut savoir que si vous voulez faire du dessin à l'écran, là, il y a une classe qui s'appelle color. Color, c'est une classe où vous avez les couleurs. Là, si vous avez besoin de dessiner, là. Moi, je l'ai défini comme ça, comme un string. C'est tout pour dire rouge, vert, orange. C'est une chaîne de caractères. Parce que je ne vais pas faire du dessin avec cette classe. D'accord? Mais si on a besoin de faire du dessin, c'est une classe prédéfinie dans un des packages de Java. C'est la classe color, avec un C majuscule. Bon. C'est une parenthèse, c'est tout. Alors, regardez, cet attribut couleur, il est statique. Ça veut dire que moi, si je le déclare comme ça statique, ça veut dire que pour moi, tous les segments vont avoir la même couleur. Voilà, parce qu'il y aura un seul espace qui va désigner cet attribut couleur. Par exemple, vous allez créer 10 segments. Chaque segment, il a un point de début, un point de fin. Mais avec l'attribut couleur, il va exister en un seul exemplaire et il va être partagé par les 10 segments. Et donc, si pour un segment, je veux avoir la couleur rouge, eh bien, tous les segments auront la couleur rouge. Je ne peux pas avoir de couleurs différentes dans la même case mémoire. Hein. Dans la même variable, vous ne pouvez pas avoir deux choses différentes. Alors, regardez le constructeur de la classe segment. Je donne un point de début D, un point de fin F. Début égale new.d.x, d.y. Fin égale new.f.x, f.y. D'accord. Donc là, je crée mes deux points de début et de fin avec les paramètres d.x, d.y, f.x, f.y. Là, je vous ai déjà dit, lorsque vous avez un attribut de type autre classe, quand vous définissez une classe, il faut toujours penser à faire le new, d'accord, de ces attributs, soit dans le constructeur, soit au niveau de la déclaration de vos attributs. Après, j'ai mis couleur égale green. D'accord, donc j'ai choisi une couleur, donc green. Et ça veut dire que là, à chaque fois que je crée donc, mon objet,
Bon, cette couleur, ça va être une couleur green. J'aurais pu ne pas la mettre ici, même pas, d'accord, même pas, dans le constructeur, et je la mets dans cette couleur, dans la méthode cette couleur. D'accord. Dans la méthode cette couleur, regardez en bas, une méthode cette couleur qui change la couleur avec la valeur col. D'accord. Là, je peux faire passer green, par exemple, couleur égale green. Je peux écrire rouge, d'accord, la chaîne de caractères rouge, elle va me faire couleur égale rouge, ou la red, ou la. En fait, c'est des chaînes de caractères. Oui. مي مادام كون ما نيتيزيوش هاد لا ميثود كي نكونوا نديكلارو في لوبجي سيغمو تخرج الديفولت تاعها جرين. Parce que dans le constructeur, vous avez mis green. Ah, c'est ça. Sinon, si on n'a rien mis, si on n'avait rien mis, une chaîne de caractères vide, nul. Nul. ما واش نحطو كي نكونوا نديكلارو كلاس هو اللي يولي. Parce que string, c'est une classe d'objet. Hein. D'accord. Donc, couleur, si vous mettez rien dans couleur, c'est nul. N-U-L-L. C'est la référence nulle. Maintenant qu'on a mis green, il va mettre green. Si j'utilise la méthode cette couleur, c'est pour changer la couleur. Voilà. Donc, quand vous dit couleur est un attribut de classe, c'est un attribut statique. La méthode cette couleur qui modifie la couleur est une méthode statique. Regardez la méthode, aussi je l'ai déclarée statique. Static void, cette couleur, string call, couleur égale call. Voilà. Bon, retenez juste cette remarque. Après, on va arriver aux règles d'utilisation des attributs statiques. Madame. Oui. Juste pour confirmer, si on change, par exemple, on a 3 objets. كاع جرين كاع كانت لا كولور تاعهم جرين وحنا نيتيزو سيت كولور نيتيزو على ان سول اوبجي ماشي على لي دو زوتر تنتبدل تاعهم regardez attention hein. Telle qu'elle est écrite هنايا je reviens un peu en arrière. هذه c'est la diapo qui veut pas tellement avancer ou docteur حكم le début. Je sais pas. Voilà, donc elle est revenue au début. Telle qu'elle est écrite, la méthode statique, vous ne pouvez pas l'appeler sur une référence d'objet S, par exemple, segment S égale new segment. C'est impossible de l'appeler avec S.setColor. Bon, on va arriver aux règles d'utilisation dans les méthodes statiques et quand est-ce qu'on va déclarer une méthode statique. Maintenant, quand vous allez appeler cette couleur, vous allez l'appeler avec le nom de la classe, segment.setCouleur. Donc, tous les objets de la classe vont, en fait, comme c'est une seule case mémoire, une seule case couleur, ça va être green pour tout le monde. C'est-à-dire que dans le cas, la méthode cette couleur, vous ne pouvez pas l'appeler parce qu'elle est déclarée statique, elle ne peut pas être appelée avec une référence d'objet. C'est une des règles. سما نعيطوا بلو نون تاع لا كلاس باش تبدل كلش كاع لا كلاس oui donc c'est clair. Donc ici dans une méthode main, regardez mon exemple, dans une méthode main, je peux avoir .p1 égale new point, donc j'aurais créé mes points P1 avec 2-5, P2 1, P3 2 et P4 0,6. Après je peux faire segment S1 égale new segment, je crée un segment S1 et un segment S2. Segment S1 égale new segment P1, P2. Donc, avec les extrémités, début, c'est P1 et fin, dans le segment, c'est P2. Et segment S2 égale new segment P3, P4. Donc, on dit un segment avec les points P1 et P2 et un autre segment avec les points P3 et P4. D'accord. Voilà, donc je vous schématise bien. S1 avec un point du début et un point de fin. Bien sûr, il y a début et fin, vous allez avoir à l'intérieur X et Y, hein, d'accord, parce que c'est des points. Fin aussi, vous allez avoir X et Y. Bon, j'ai mis en bleu comme ça pour dire c'est l'espace réservé au point P1, l'espace réservé au point P2. Vous avez le segment S2, son point de début, c'est P3, donc là, à l'intérieur, ici, vous allez avoir X et Y aussi. Et fin, vous allez avoir aussi X et Y comme étant un point P4. Mais regardez la case qui correspond à la couleur, j'ai mis une seule case. Là, vous n'avez pas pour chaque segment une case pour la couleur.
vous avez une seule case qui est partagée par les deux segments S1 et S2. Même si j'en avais 10, j'aurai une seule case qui est partagée par tous les segments et dans laquelle on a mis, parce que le constructeur on a mis green, dans laquelle vous retrouvez la chaîne de caractères green. D'accord, pour dire que mes segments, ils ont une couleur green. D'accord. L'attribut couleur, qui est statique, il existe en un seul exemplaire. C'est une seule case mémoire partagée par tous les objets de type segment. Donc, même si j'ai 100 objets, ça va rester une seule case qui est partagée. Par contre, début et fin, c'est des points, c'est des espaces qui sont propres à chaque segment parce qu'ils ne sont pas statiques. Et c'est des attributs, disons, c'est des attributs d'instance qui suivent l'objet. L'objet est une instance de la classe. Il faut retenir que l'objet est une instance de la classe. Donc, comme je dis attribut d'instance, ça veut dire attribut qui est directement lié à l'objet. Quand je dis méthode d'instance, c'est une méthode qui est appliquée sur un objet précis. Quand je dis attribut statique, c'est un attribut qui est indépendant de l'objet et qui est partagé par tous les objets. La même chose pour une méthode statique, c'est une méthode qui ne peut pas être appelée sur un objet précis. Elle est appelée en la faisant précéder par le nom de la classe et elle va s'appliquer à tous les objets de la classe. Est-ce que c'est clair jusque-là? Avec le schéma? Oui? OK. Donc, tous les objets segments auront la même couleur. Si on veut changer la couleur des segments, elle va changer pour tous les segments créés. Voilà. Tous les segments que vous aurez créés, elle va changer en une seule fois. Il faut appeler la méthode cette couleur. Là, si je veux changer la couleur de mes segments, je vais appeler la méthode cette couleur que j'ai écrite dans la classe, mais qui est statique. Comme elle est statique, il faut l'appeler avec le nom de la classe. Une méthode statique est appelée avec le nom de la classe, pas avec le nom de l'objet. Donc, voilà la différence entre une méthode d'instance, jusque-là, quand on veut afficher un point, on met P1.affiche, P2.affiche. On veut, par exemple, déplacer un cercle, on fait C.déplacer. Je déplace un objet C de type cercle que j'aurais créé. Mais, les méthodes statiques, vous êtes obligé d'appeler avec le nom de la classe. Donc, on écrira segment.cette couleur et je vais changer la couleur, je vais la mettre bleue. D'accord? Donc, au lieu de green, c'est la couleur bleue. Les objets S1 et S2, d'accord, qu'on vient de voir dans le schéma précédent qui vient d'être créé, qui avait la couleur green, vont changer en même temps de couleur et ils vont avoir la couleur bleue. C'est clair? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est compris? C'est compris. Bon, là, c'est un autre exemple d'utilisation de l'attribut statique. Je ne sais pas, peut-être que je vais revenir après. Je vais voir ce qu'il y a après. Peut-être qu'il faut voir les méthodes statiques. Les règles d'utilisation, je préfère. Et je ne sais pas, peut-être que c'est la diapo qui a trop sauté. Voilà, règle d'utilisation des attributs statiques. Donc, on vous dit, les attributs statiques peuvent jouer le rôle de variable globale dans un programme. Pourquoi c'est global? Parce que c'est un attribut qui est partagé par tous les objets de la classe. Donc, si je fais un traitement sur cet attribut, ça va être appliqué à tout le monde. À l'intérieur de la classe ou ces classes dérivées. Bon, pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est classes dérivées. C'est le chapitre sur l'héritage. Les attributs statiques peuvent être utilisés directement sans précéder leur nom du nom de la classe. Quand vous êtes dans la classe elle-même, d'accord? Vous voulez faire référence à un attribut statique, vous l'appelez directement, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre
Donc, le nom de la classe, point le nom de l'attribut. Parce que, en fait, un attribut statique, il suit la classe. D'accord. Donc, vous n'allez pas mettre un nom d'objet, c'est sûr. Mais quand vous êtes à l'intérieur de la classe et vous voulez utiliser cet attribut statique, ne mettez pas le nom de la classe, point le nom de l'attribut. C'est pas la peine, mais le nom de l'attribut directement. Donc, pendant l'exécution du programme, dès qu'une classe est invoquée, donc dès qu'une classe est appelée, si on peut, elle est invoquée, son code, son bytecode est chargé en mémoire. Les attributs de la classe, les attributs statiques, sont créés en un seul exemplaire et les méthodes statiques de la classe sont disponibles. D'accord? Pourquoi? Parce que par rapport aux attributs d'instance, les attributs d'instance sont créés quand vous créez un objet de la classe. D'accord? À chaque fois que vous créez un objet de la classe, il y a création d'espace pour les attributs d'instance, les attributs qui ne sont pas statiques. Mais les attributs qui sont statiques, dès que vous faites référence à la classe la première fois, ces attributs ils vont exister en un seul exemplaire. D'accord? Bon, en fait, ils ne seront pas recréés à chaque fois. C'est un seul exemplaire dès la première utilisation de la classe dans votre programme. Voilà. مادام انت كل ما باغ اكزومبل نديكلاري بلي نحن نيتيليزيو هذيك لا كلاس يروح بروغرام في الميموار يحط بلاصه يحط فيها هادو لي زاتريبي ستاتيك ويحط لي فالور تاعهم اللي مديناهم سي صا. Dès que vous l'invoquez pour la première fois, votre classe, dès que vous l'invoquez, quand vous l'appelez pour la première fois, parce qu'on a une classe, on peut l'appeler plusieurs fois dans le programme. Si c'est pour créer des objets, d'accord, vous voulez créer des objets de cette classe, vous avez à créer 100 objets de cette classe. À chaque fois que vous invoquez donc cette classe, il y a création d'espace pour le premier objet, pour le deuxième objet, pour le troisième objet, etc. Mais si la classe contient un attribut statique, dès que vous créez le premier objet, avec l'attribut statique, il est créé une seule fois en classe. D'accord? Après, on n'en parle plus pour les autres objets. Contrairement aux attributs d'instance. OK? Bon. Quel que soit le nombre d'instanciations, donc ça suit ce que j'étais en train de dire, quel que soit le nombre d'instanciations, c'est-à-dire le nombre d'objets que vous créez, quand je parle d'instance ou l'instanciation d'objets. Instanciation, c'est création d'objets. Quel que soit le nombre d'instanciations, vous créez 0 objet ou plusieurs objets, un attribut statique existe en un seul exemplaire car il a la même valeur pour toutes les instances créées. Donc, l'attribut statique, il existe en un seul exemplaire parce qu'il est utilisé, en fait, il est le même pour tous les objets. Il y a une autre règle qui dit plus bas qu'une méthode statique peut être exécutée indépendamment d'une instanciation, d'accord, sans créer d'objet. Il y a des cas où je peux appeler une méthode statique sans pour autant avoir créé des objets d'une classe. C'est le cas des classes, de la classe math. La classe math, vous avez remarqué, je ne sais pas, on a utilisé. On a utilisé déjà math.sqrt. Math.sqrt, on a utilisé aussi math.pau. Oui. C'est des méthodes de la classe math. D'accord? Math.sqrt, math.pau, math.sinus, math.tangente, il y a plein de méthodes dans la classe math. Et bien, les méthodes, vous allez les utiliser sans création d'objets parce que vous allez faire math.sqrt de 25, par exemple. La racine carrée de 25, c'est 5. D'accord? Vous mettez math.sqrt de 25 parce que, en fait, l'opérateur sur lequel va s'appliquer la méthode sqrt, c'est un simple int. C'est un simple, voilà, c'est un simple int ou un float, d'accord, positif. OK? Donc, c'est un paramètre. On n'a pas besoin de faire math obj égale new math. Pourquoi? Parce que la classe math, vous pouvez utiliser ces méthodes sans créer des objets de la classe math. Et il faut savoir que toutes les méthodes de la classe math sont statiques. D'accord? Donc, une méthode statique, ça dépend du traitement que je veux faire. Tout à l'heure, j'avais un attribut couleur qu'il fallait changer par la méthode setColor. Là, il me faut des objets quand même. Il me faut des objets qui ont une certaine couleur.
D'accord. Mais معليش, j'ai créé les objets, mais quand j'ai appelé la méthode, j'ai appelé avec le nom de la classe. Moi, j'avais besoin de créer des objets parce que je vais changer la couleur des objets. Dans la classe maths, je n'ai pas besoin de créer un objet de la classe maths pour appliquer une méthode qui calcule la puissance ou une méthode qui calcule la racine carrée. Sachez que vous avez des méthodes comme ça qui sont statiques et pour lesquelles on n'a pas besoin de créer des objets pour appeler après la méthode, qui est les méthodes de la classe maths. Donc, il faut retenir et après, on aura à utiliser ce genre de méthode. Pas beaucoup. Hein. En fait, les méthodes statiques, on ne les utilise pas beaucoup. Mais il faut savoir qu'elles existent. Si vous avez besoin de les utiliser, vous les utilisez. Une autre règle, elle dit qu'une méthode statique ne doit pas utiliser des attributs d'instance de sa classe. Elle ne doit utiliser que des attributs statiques. Donc, une méthode que vous déclarez statique ne doit pas utiliser des attributs d'instance de la classe. Elle ne doit pas utiliser des attributs qui ne sont pas statiques. D'accord. Et elle ne doit utiliser que des attributs statiques. Complément de la règle, si une méthode utilise uniquement des attributs statiques, il faut la déclarer statique. Voilà, regardez les deux dernières règles. On vous dit, une méthode statique n'a pas le droit d'utiliser des attributs d'instance dans sa classe. Elle ne doit utiliser que des attributs statiques. Maintenant, si vous écrivez une méthode qui n'utilise que des attributs, des champs statiques, ou là, elle fait appel à une autre méthode statique, d'accord, il faut la déclarer statique. La méthode doit être déclarée statique. Bon, je reviens un petit peu sur mon exemple. Voilà, regardez la méthode de cette couleur. Bon, si j'avais mis void, j'enlève le statique. J'avais mis void, cette couleur, et puis je mets couleur égale col. Est-ce que c'est correct? Si j'enlève statique pour la méthode. Non. C'est pas correct parce qu'il y a une règle qui dit si une méthode n'utilise que des attributs statiques, il faut la déclarer forcément statique. D'accord? Donc, la méthode, elle n'utilise que l'attribut couleur. L'attribut couleur, il est statique, je suis obligée de la déclarer statique. Vous avez compris? C'est la dernière règle qui dit une méthode, si elle n'utilise que des attributs statiques, il faut la déclarer statique. Maintenant, si je déclare ma méthode statique, est-ce que j'ai le droit à l'intérieur, par exemple, de mettre début égale quelque chose? Début égale ou la fin égale ou la afficher début, afficher fin. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'attribut début et fin à l'intérieur de la méthode cette couleur? Oui. On la garde en statique? Madame, je vais la question. La méthode cette couleur telle qu'elle est écrite. Bon, supposons que c'est une méthode pas uniquement pour changer la couleur, d'accord? Si je veux, par exemple, changer la couleur et déplacer le segment, là, d'accord? Est-ce que j'ai le droit à l'intérieur de changer début, par exemple, ou là, mettre début égale quelque chose et fin égale quelque chose, à l'intérieur de la méthode statique? Non, je ne utilises pas les attributs. Voilà. Donc, on n'a pas le droit. Une méthode statique n'a pas le droit d'utiliser des attributs qui ne sont pas statiques dans sa classe. Donc, début et fin ne sont pas statiques. La méthode cette couleur qui est déclarée statique, elle ne peut pas utiliser début et fin. C'est des attributs statiques. D'accord? Voilà. Elle ne peut pas aussi appeler une méthode qui n'est pas statique. Si on avait une autre méthode à l'intérieur de la classe, la méthode cette couleur ne peut appeler que des méthodes statiques de sa classe. Voilà. Donc, méthode statique n'a pas le droit de toucher aux attributs non statiques. Méthode qui utilise uniquement des attributs statiques ou là qui fait appel uniquement à des méthodes statiques, il faut forcément la déclarer statique. Maintenant, une méthode qui n'est pas déclarée statique, elle a le droit de manipuler des attributs d'instance ou là des attributs statiques. C'est-à-dire, une méthode d'instance a le droit de manipuler des attributs statiques ou là non statiques.
Mais si elle est statique, elle n'a pas le droit de manipuler les attributs qui ne sont pas statiques. Donc, ça, c'est des مدام règles à مدام Oui, oui, تسمى oui, هذه كنا حينا لها ستاتيك ما تقدر تمانيبيلي لا كولور oui, كيما كان. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Si vous enlevez statique, vous pouvez faire référence à début et fin à l'intérieur de cette méthode. Donc, une méthode d'instance, elle peut manipuler les deux. Mais toujours est-il, l'attribut statique, il existe en un seul exemplaire. Là, la méthode d'instance, elle va le modifier. Il sera modifié pour tous les objets. Ça ne change pas. D'accord. Voilà. D'accord, madame. Voilà. Bon. Bon, je pense que je peux continuer sur cet exemple-là. Je vais juste continuer sur cet exemple. Le modificateur toujours statique. Bon, en général, à part les attributs qui doivent être partagés par tous les objets, etc. Bon, je ne sais pas, par exemple, si je prends une classe étudiant et je m'intéresse à une filière donnée d'étudiants. Voilà, je m'intéresse à tous les étudiants de la filière informatique. Donc, j'ai le nom, le matricule, le nom, le prénom. J'ai un attribut filière. Vous me suivez? Comme tous les étudiants, ils sont de la même filière. Je ne vais pas créer un espace filière pour chaque étudiant. Je vais déclarer statique, filière, égale informatique, directement. D'accord? Donc, tous les étudiants auront la même filière, la filière informatique. Vous voyez un peu? Donc, si je m'intéresse à une population qui partage la même valeur d'un attribut donné, eh bien, il faut déclarer cet attribut statique. Pourquoi gaspiller de l'espace à aller le déclarer différent, non statique et d'instance pour tous les objets et créer un espace différent pour chaque objet? Par exemple, si j'ai 5000 étudiants, je vais créer 5000 fois l'attribut filière, d'accord, pour chaque étudiant. Alors qu'à l'intérieur de cet attribut, je vais mettre pour tout le monde informatique, informatique, informatique. Donc, autant le créer en un seul exemplaire parce qu'il est partagé par tous les étudiants de la même filière. OK? Bon, une autre utilisation de cet attribut statique, c'est que je peux utiliser un attribut statique comme compteur d'objets. Les objets que je crée dans une classe. D'accord? Donc, je veux par exemple les numéroter de manière séquentielle. Les objets que je crée d'une classe, je veux les numéroter de manière séquentielle à partir de 1. Donc, le premier objet que je crée aura le numéro 1. Le deuxième objet que je vais créer aura le numéro 2. Le troisième objet aura le numéro 3. Le centième objet aura le numéro 100. Le 150, il aura le numéro 150. Donc, pour faire ceci, et pour pouvoir suivre la numérotation séquentielle de mes objets, à chaque création, il faut incrémenter de 1. Il faut utiliser un attribut statique. D'accord? Il faut utiliser un compteur comme un attribut statique. Sachant que j'ai l'attribut statique compteur et j'ai le numéro pour chaque objet. Donc, les objets ne vont pas partager le même numéro parce que le premier objet, il aura le numéro 1, le deuxième aura le numéro 2, le 50e aura le numéro 50, ce n'est pas la même valeur. Mais avec le compteur, il va m'aider à suivre l'incrémentation de ma numérotation séquentielle. Voilà. Donc ici, on veut numéroter les objets créés à partir d'une classe de manière séquentielle à partir de 1. Chaque objet aura un numéro différent des autres. Donc, puisque c'est différent des autres, chaque objet aura sa case numéro. Donc, le numéro, ça va être un truc d'instance, pas un attribut d'instance, pas statique. Et il nous faut un compteur pour suivre la numérotation séquentielle. Le compteur devra être déclaré statique pour l'incrémenter à chaque création d'objet. Donc, à chaque création d'objet, on va dans la même case compteur, on fait compteur plus 1. Donc, quand je vais la même case, je ne pourrai pas suivre plus 1, plus 1, plus 1. Voilà, regardez mon exemple pour le compteur d'objets. Je vous laisse lire la diapo pour ne pas trop vous devancer.
شنو مادام كلاس ستاتيك ولات كلاس Où est-ce que tu vois donc là? Attribut de classe. Il faut lire complètement. CPT est un attribut de classe, il est statique. Et que je vous ai dit attribut d'instance non statique, attribut de classe statique. Méthode d'instance, elle est liée à un objet, elle n'est pas statique. Méthode de classe, c'est une méthode déclarée avec statique, elle est liée à la classe. Là, c'est pour calculer le nombre d'objets qu'on a créés. Et là, c'est pour suivre la numérotation. D'accord. Regardez ma classe point. J'ai ajouté dans ma classe point, donc vous voyez double XY, j'ai ajouté un attribut numéro de type int. Donc chaque objet, je veux lui donner un numéro. Pour suivre la numérotation des objets, j'ai ajouté dans la classe un attribut statique. Le compteur CPT, il va exister en un seul exemplaire. Le numéro, il va exister en plusieurs exemplaires à l'hsab les objets que je vais créer. Chaque objet point, il aura son propre numéro. Mais le compteur, il est partagé par tous. Bon, on vous met à droite numéro X et Y sont des attributs d'instance. CPT est un attribut de classe, c'est un attribut statique. Voilà le constructeur. Regardez mon constructeur, qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? 10.x égale à x, 10.y égale à y, c'est ça. Compteur plus plus. À chaque fois que j'appelle mon constructeur pour créer un objet, point, il va incrémenter le compteur. Avec le compteur, c'est une seule case mémoire. Initialement, compteur égale à 0. Hein. Bon, on ne l'a pas écrit, mais initialement, c'est 0. C'est par défaut. Donc, la première fois que vous créez un objet, compteur sera égal à 1. Bon, ben, le numéro de votre objet égale à 1. Le numéro de votre objet point que vous venez de créer égale à 1. Quand vous allez appeler une deuxième fois new point, vous allez lui donner d'autres coordonnées. Le compteur, qui est une même case, vous allez faire plus 1 encore. Donc, le compteur égale à 2 et le numéro de votre objet égale à 2. Madame. Et ainsi de suite. À chaque création d'objet, le constructeur incrémente le compteur et donne un nouveau numéro à l'objet point créé. Donc, les objets n'auront pas le même numéro. Ils auront le numéro 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce qui m'a permis de suivre la numérotation? C'est le compteur que j'incrémente à chaque fois et qui est donc un attribut statique. Voilà. Regardez ici sur le schéma. Il a une case à chaque fois, une nouvelle valeur, c'est ça? Une seule case, compteur, vous la voyez, mais c'est un numéro, mais c'est une seule case. Le numéro, il dépend de l'objet, il est lié à l'objet. Donc, j'ai créé un objet A égale new.53. Quand je fais new.53, à l'intérieur du constructeur point, rappelez-vous qu'il y a une compteur plus plus et numéro égale compteur. Donc, il dit compteur plus plus, c'est-à-dire 1, numéro égale à 1. Donc, je vous le schématise. Je fais encore un new point pour l'objet B avec les coordonnées moins 10, 4. Mais rappelez-vous, dans le constructeur, il fait quoi? Il fait compteur plus plus. Mon compteur, il est à 1. Il va l'incrémenter à 2. Ou avec le numéro 2, il va l'attribuer au numéro de l'objet B. Et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez encore créer un autre objet, le compteur, il va passer à 3 et le numéro de votre objet C sera 3. Donc, chaque objet, il aura son propre numéro, 1, 2, 3, 4. Mais le compteur, il y aura toujours dans le compteur la dernière valeur du numéro créé. Voilà, la dernière. Si vous créez 100, dans le compteur, vous allez avoir 100. Donc, l'objet A, il a le numéro 1, l'objet B, il a le numéro 2. Si on crée un autre objet, il aura le numéro de 3 et ainsi de suite. Mais le compteur, il aura toujours la dernière valeur après création du dernier objet. Parce que les anciennes valeurs, elles s'écrasent. C'est compris? Oui. Et ça, on va l'utiliser dans les exercices. Hein, ce compteur d'objets, concaténation, par exemple, d'un numéro séquentiel à une chaîne de caractères. Il faut penser à utiliser ce compteur statique. Madame, Oui. Le truc précédent. Oui. Comment ça s'appelle déjà? Oui. La page précédente. Le constructeur, vous avez fait point, on va le point X, point oui. Y. On va compteur plus, numéro égale compteur. C'est normalement double X, double Y. Il faut voir. Hein, les deux instructions en grenat.
Oui. D'accord, mais simplement, le constructeur, normalement double X, double Y. Parce que donner Oh, des. oui, c'est double X, double Y. Oui, c'est une erreur. C'est double X, double Y, bien sûr. C'est D'accord, une erreur. Oui, oui, c'est normal. Double X, double d'accord. Y. C'est les coordonnées X, Y, bien sûr. C'est pas point X, point Y. J'ai dû faire des copier-coller hein, de la classe segment. Sinon, pour le reste, c'est clair. Compteur Oui, plus, numéro égale compteur. ça me un numéro comme espace de sauvegarde au compteur à chaque fois il te bedel. Oui, numéro, parce qu'on a dit, regardez, si je reviens ici, chaque objet aura un numéro différent des autres. Donc, il faut garder ce numéro pour l'objet. Oui, Et une manière de garder un numéro différent des autres, c'est de réserver une case numéro pour chaque objet. Donc, créer un attribut qui s'appelle numéro et qui n'est pas statique, qui est lié à l'objet. C'est un attribut d'instance. Dans les classes enveloppes aussi, vous allez trouver plein de méthodes de classe. Hein. D'accord. Ça veut dire quand vous allez appeler la méthode d'une classe, vous allez mettre le nom de la classe qui met la classe caractère, vous allez mettre caractère.isDigit, caractère.isLetter, etc. Integer.intValue. C'est des méthodes de classe. C'est pour ça qu'on les fait précéder. C'est des méthodes qui sont déclarées statiques. C'est pour ça qu'on les fait précéder du nom de la classe. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je continue juste avec ces deux dernières diapos, s'il vous plaît. Donc, méthode d'instance et méthode de classe. Donc, jusque-là, on a vu les attributs, mais quand même, on a évoqué cette notion de méthode statique ou méthode de classe. Donc là, on reprend la classe point déjà définie avec les attributs x, y, et on veut ajouter à la classe point deux méthodes. C'est pour vous montrer vraiment la différence entre la méthode que vous déclarez statique, et mis à part le fait qu'une méthode statique ne doit utiliser que des attributs statiques, etc., elle devra être appelée avec le nom de la classe, pas avec le nom de l'objet. Ça, on a déjà vu. Mais regardez, si je veux écrire, par exemple, une méthode égale d'instance et une méthode égale de classe, une méthode statique et une méthode d'instance. Pour la même classe point, je veux vérifier l'égalité entre deux points. D'accord? Et là, je demande, par exemple, dans un exercice, écrivez une méthode d'instance et écrivez une méthode de classe. C'est la diapo qui ne veut pas avancer. Après, elle avance trop. Voilà. Regardez ce que je fais ici. Hein. Donc, notre classe point, donc toujours la même erreur. C'est double X, double Y. Après, je vais la corriger. Pourtant, c'est un PDF. J'espère que je vais trouver l'original. Alors, double X, double Y. Donc, this.x égale this.y, etc. Voilà, bon, j'ai enlevé le compteur, etc. Bon, là, on ne parle plus du compteur. Je veux regarder cette méthode égale. On avait déjà vu la méthode égale d'instance entre deux points. Regardez la méthode égale. J'ai fait passer uniquement un point P2. Ça veut dire que le point P1, quand je vais appeler cette méthode égale, je vais avoir deux points. Après, je vais écrire if P1 point égale P2 entre parenthèses. Donc, le this, c'est le P1 qui passe avant le nom de la méthode. Et pour autant, je suis en train de comparer le P1 et le P2. Hein, le X de P1 avec le X de P2 et le Y de P1 avec le Y de P2. Pourtant, je ne vois pas le P1 ici. Eh bien, celui que je ne vois pas, c'est le this. Donc là, on compare this.x avec P2.x et this.y égale P2 avec P2.y. Si c'est vrai, ça va retourner vrai. Si l'égalité est vraie, ça va retourner vrai. Sinon, ça va retourner faux. Sinon, vous pouvez écrire if this.x égale P2.x and
this.y égale p2.y return true, else return false. Vous pouvez l'écrire avec un if-else. Hein. Donc, moi, j'écris directement return this.x égale p2.x and this.y égale p2.y. Là, il va vérifier. Si ça donne vrai, il va retourner vrai. Si ça donne faux, il va retourner faux. Sachez que ce this, c'est le P1. Donc, quand vous appelez avec P1 égale P2, entre parenthèses. La méthode statique, par contre, une méthode statique… On va faire P1 point la méthode statique. Voilà, vous êtes obligé de faire passer les deux paramètres parce que la méthode statique, vous n'avez pas le droit de la faire précéder du nom de votre objet. Maintenant, je t'arrête là avec P1 point égale P2. Et elle ne peut pas utiliser une référence this. Une méthode statique, il est interdit d'utiliser la référence this parce qu'elle fait référence à un objet dans une méthode statique, donc impossible. D'accord? Alors ici, regardez ma méthode statique, elle ressemble beaucoup à ce qu'on aurait pu écrire les procédures, par exemple, ou une fonction en langage C. Je fais passer les deux paramètres. Donc les méthodes statiques vont plus ressembler à ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans la programmation procédurale. Tous les paramètres… Programmation procédurale. Oui, procédurale. Ouais. Voilà. Donc ici, ma méthode, elle est statique, elle retourne un résultat booléen, donc c'est toujours la même méthode égale, point P1, point P2. D'accord, point P1, point P2. Je fais passer les deux paramètres. Après, je vais vérifier. Je n'ai pas le droit d'utiliser le this, donc c'est P1.x égale P2.x et P1.y égale P2.y. En fait, les deux, elles font la même chose. Elles vérifient l'égalité entre deux points. Donc, wahda, c'est une méthode d'instance, wahda, c'est une méthode statique. Et voilà, dans la méthode statique, vous êtes obligé de faire passer les deux paramètres. Donc, une méthode statique ne peut pas utiliser la référence this, on doit faire passer les deux paramètres P1 et P2. Voilà, maintenant pour l'appel, je suppose que j'ai fait l'appel. Voilà, donc j'ai A et B, deux points que je viens de créer. Je veux vérifier l'égalité entre ces deux points. Je peux appeler aussi bien la méthode d'instance ou alors la méthode de classe, la méthode statique et la méthode non statique. Alors, si je veux appeler la méthode d'instance, je dirais if P1 point égale P2 égale à true. Alors, écrire les deux points sont égaux, sinon écrire les deux points ne sont pas égaux. Si je veux appeler la méthode de classe, la règle, elle me dit, il faut faire précéder le nom de la méthode par le nom de la classe. Donc, if point égale P1, P2, j'ai deux paramètres égale à true, alors P1 est égal à P2, sinon P1 n'est pas égal à P2. Vous voyez la différence? Donc là, on a pris deux méthodes qui font la même chose, exactement la vérification de l'égalité entre deux points. C'est une méthode d'instance pour laquelle on fait passer un seul paramètre et l'autre paramètre, c'est le this qui va passer au moment de l'appel à gauche du nom de la méthode. La deuxième, c'est une méthode de classe qu'on sera obligé d'appeler avec le nom de la classe et qui n'a pas le droit d'utiliser la référence this dans son écriture. Elle aura besoin des deux paramètres. On l'appelle en la faisant précéder du nom de la classe et en faisant passer les deux paramètres P1 et P2. C'est compris? Oui, madame. Voilà. Voilà. Donc là, on vous donne des possibilités. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser des méthodes d'instance? J'ai besoin d'utiliser une méthode de classe, un attribut d'instance, un attribut de classe, mais il faut que je respecte les règles qui sont définies pour ce type d'attribut et de méthode. Maintenant, on m'exige dans un exercice d'utiliser une méthode de classe ou là, un attribut de classe. Il faut que je sache le faire, il faut que je le fasse correctement et convenablement. D'accord. Voilà. OK, donc est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais m'arrêter. Hein, c'est bon, donc on a bouclé 1h30. Moi, je ne pensais pas faire 1h30 de temps. Non, dans 1h30. Oui, oui, on a 1h30. Madame, Oui. je voudrais revenir sur un point, donc, si vous voulez bien. Oui. On a eu 3 heures de cours, suivi de 3 heures de cours de Rolen. Donc, on a fait 1h30 de cours. C'est un rythme assez
Donc, Oui, 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 je idéal, c'est comprends, oui. possible de ne plus faire ça le dimanche. Oui, Enfin, oui, en fait, le moi, lundi. j'ai une contrainte ce mercredi, mais aussi, j'ai été surprise pourquoi on m'a déplacé du Je dimanche sais. au mercredi. Non, j'ai compris. J'ai D'accord, compris le dimanche. truc. Dimanche en présentiel, vous aviez quel module dimanche? On avait les mêmes modules, sauf qu'on avait une charge à 1 heure par cours et 1 heure par TD. Il y avait Archi et THL la matinée, c'est ça? Il y avait Archi et TH. La matinée du dimanche. Oui, la matinée du dimanche est suivie de PO lâché après-midi. Bon, mais on va essayer de s'arranger avec le mercredi, hein. On va essayer de s'arranger avec le mercredi. Ben là que je vais commencer à 9h30. Là, le cours, voilà. D'accord, très bien. Et je ne sais pas pourquoi on vous a condensé sur 3 jours aussi. On vous a condensé sur 3 jours. Non, On ne nous a pas condensé sur 3 jours en fait. On nous a aussi ajouté des séances, des modules à Trolen. très bien. En gros, on a le gars la semaine en fait. Oui, تقراو كامل la semaine. Samedi et jeudi aussi. Samedi, on a TPSE et Python ou jeudi, on a anglais. Ah, d'accord. Donc, vous êtes pris finalement, même les samedis et les jeudis. Enfin, je suis totalement pris. Oui, il y a une séance qui. Une séance. Oui, Une voilà. séance ou deux. D'accord, d'accord. Bon, on va essayer de s'arranger avec le mercredi et on verra. On verra. D'accord. Merci, madame. Ok, même moi, ça ne m'arrange pas de faire un cours à 15 heures. Hein. Ouais, c'est compréhensible. Oui. Ni un cours à